Ce matin, dans cet hypermarché du sud de la France, un personnage va passer les rayons au crible. Il ne s'agit pas de n'importe qui, c'est le patron lui-même qui s'y colle. Pour son inspection, il commence par l'allée principale, la plus fréquentée. Et pour que rien ne lui échappe, il a une méthode bien à lui, se mettre à la place d'un client lambda. Moi, ce que j'aime bien, c'est me mettre dans le circuit client. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver là-bas Comme un client. et de juger la zone comme un client la voit. C'est de cette manière qu'il peut repérer les moindres failles de son hyper. Et ce matin, il y en a, et pas des moindres. Dès l'entrée de son magasin, par exemple, au rayon des promotions avec ses plantes vertes, la présentation ne lui convient pas, il ne va pas se gêner pour le faire savoir. Donc là, tu vois, je t'explique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, tu vas monter 2 fois plus haut le podium, grâce à ce que le prix, notre totem prix, on va le voir complètement à la cible. Ensuite, on va faire en sorte qu'il n'y ait qu'un produit, et pas 10 000 produits. Les trucs à 5,90 d'euros. 5,90, un produit, un prix, une force. Après le reste, tu le mets derrière, tu l'arranges. Mais là, il faut que ça pète le feu. Il faut que quand on rentre, on a envie d'acheter le truc. D'accord ? Voilà. Il ne faut pas que ça traîne. Le manutentionnaire se met immédiatement au travail. Le patron veut une mise en scène beaucoup plus spectaculaire. Et au bout d'un quart d'heure, voilà le résultat. Premier changement, c'est qu'on voit le prix. Deuxième changement, c'est qu'on voit le produit. Antérieurement, le produit était masqué par le plastique. Là, on voit le produit. Et quand on voit le produit, on voit le produit chez soi. C'est-à-dire que ça, elle est magnifique, ça vaut 9,90. Ben ça, vous avez envie de l'avoir chez vous. Il n'y a pas que les plantes vertes. Le patron a les yeux sur tout. Il est obsédé par une seule idée, que les consommateurs voient ses petits prix. Au stand suivant, cela ne lui convient pas non plus. Donc là, il y a de la masse. Là, je mettrais plutôt ça. Et là, pourquoi ? Parce que c'est l'œil qui va dicter. Il faut savoir qu'à un moment donné, on a un champ d'un mètre à peu près pour comprendre un message. Voilà. Et là, entre une achetée et le deuxième à moitié prix, je le vois, je comprends. Là, j'ai du mal à le chercher. Il faut que j'aille le chercher en bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettre en scène les promotions, bien afficher les prix et surtout faire la chasse aux rayons vides. Les rayons en rupture de stock, c'est sa hantise. Ça c'est le pire. La rupture. Ça, c'est le pire ? Oui, parce qu'à un moment donné, on fait venir des clients, on ne leur vend pas les tablettes. Une promotion en rupture de stock, il faut faire très vite. Il faut absolument bien voir. Là, ça, tu peux pas le laisser vide. Il faut que tu me trouves, tu me prends le pic-poule là qui est là, Ouais, tu le chopes et tu me le remplis là. D'accord ? Ça marche. Et un peu plus loin, au rayon papeterie, ce sont 2 étagères sur toute leur longueur qui sont complètement vides. Il les fait combler immédiatement. La tablette vide, c'est terrible. Un linéaire comme ça, peut-être sur 100 clients qui vont rentrer dans le linéaire, vous allez peut-être en avoir 20%. À la vue de ça, ils vont se dire, mais ils n'ont plus rien. C'est terrible. Ils peuvent repartir ou ils peuvent se dire, bon, l'année prochaine, non, je ne viendrai pas là parce que ils n'ont plus rien. C'est terrible de dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on les envoie chez le concurrent. Voilà. Si le patron est tellement maniaque sur ses rayons dès 8 h du matin, c'est parce qu'il est confronté à une guerre sans merci. Une sanglante bataille qui l'oppose à ses concurrents directs, les autres hypers de la région, qui appartiennent à des géants de la distribution. Et l'objet de cette guerre, c'est tout simplement nous, les consommateurs. La bataille des prix n'épargne aucun territoire, même les plus reculés, comme ici en Lozère, dans le sud de la France. Sa capitale, Mende, une agglomération de 16 000 habitants, a vu débarquer il y a 5 ans un centre commercial qui abrite le plus grand hypermarché du département. Un paquebot impressionnant. 5000 mètres carrés à la décoration simple mais efficace. Des dizaines d'affichettes couleur fluo qui martèlent la principale promesse des hypers, promotion à tous les étages. Et voici l'autre promesse, plus de 50 rayons qui vendent de tout sous un même toit. Depuis les vêtements pour tous les âges, jusqu'au bazar avec ses casseroles et sa vaisselle, en passant par l'électroménager. Et ce n'est pas tout. Vous voyez, à côté, il y a un espace culturel, là où ils vendent des paquets, et il y a une cafétéria. Mais sa force de frappe, comme tous les hypers, c'est l'alimentaire, les courses de tous les jours. Au total, 40 000 références sur des dizaines de kilomètres de linéaires. Boissons, pain ou encore yaourt en libre-service, mais pas seulement. Car cet hyper ressemble de plus en plus à une petite ville dans la ville, avec ses commerces traditionnels. La charcuterie, le poissonnier,
et même le plus gros fromager du département. Il y a des produits très frais, il y a un boucher sympa, un poissonnier n'en parlons pas, c'est dame charmante. Pour faire tourner cette grosse boutique, plus de 150 salariés, des manutentionnaires aux caissières qui voient passer jusqu'à 5000 clients les jours de pointe. Et comment ils sont les clients avec vous? Il faut les accueillir avec le sourire et ils l'ont aussi. C'est simple. Une grosse machine à fabriquer des petits prix pour attirer toujours plus de clients. Moi, je vais vous dire un truc. Venez voir. À la tête de ce paquebot, Jean-Michel Brun, le directeur, un sacré personnage. Il a 30 ans de grande distribution derrière lui. Il en connaît toutes les ficelles. Et quand il fait visiter son hyper à des fournisseurs, il leur explique que ce qui compte pour le client, c'est avant tout le prix. Qu'est-ce que c'est qui vendeur? Il y a un prix rond. Vous savez où vous allez. On n'a rien inventé. C'est des b.a.-ba. 5 €, ok. J'enlève le prix. J'enlève la notion de prix. Je fais ça. Je fais ça. Ça. C'est une saucisse, bas de gamme. En plus, il y a du jus, du machin, du truc. Et là, je m'ampute de 50% à 60% de la vente. C'est vachement important. Jean-Michel Brun a commencé tout en bas de l'échelle, comme pousseur de caddie. Et il sait que diriger un hyper n'a rien d'une partie de plaisir. À chaque instant, le moindre grain de sable peut faire dérailler cette belle mécanique. Il est 5 h du matin. Sa journée commence tôt, car il veut s'assurer que tout soit prêt avant l'ouverture de 8 h. Nous avons pu exceptionnellement le suivre pendant 2 semaines et nous immerger 24 heures sur 24 au milieu de ses équipes. Il a accepté de nous ouvrir toutes les portes et vous allez découvrir les ficelles qu'il utilise pour nous attirer toujours plus nombreux dans son magasin. Comme aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est la journée où il gagne le plus d'argent. Vous espérez faire quelle recette aujourd'hui? C'est un samedi. Il faudrait qu'on arrive à faire 220, 220, 210. 210 000 €. Ouais, 210. 210 000 €. Encore faut-il que toutes les conditions soient réunies pour atteindre ce chiffre. Or, ce n'est pas complètement le cas. Mais bon, aujourd'hui, là, ce que je regardais, c'est qu'il va faire très beau. Ouais. Donc ça, ça va être un peu plus difficile. C'est une des règles d'or des hyper. Les clients viennent moins souvent faire les courses par beau temps et plus souvent dès qu'il pleut. Le même samedi l'année dernière, vous avez fait combien par exemple? Une question clé. Pour y répondre, M. Brun a en permanence sous les yeux l'agenda de l'année passée avec le chiffre d'affaires jour par jour. Le même samedi l'année dernière, vous avez fait combien? 209. 209. Ouais, mais il pleuvait. Ah oui, vous vous souvenez? Eh Vous oui, l'avez noté? Non, je l'ai noté, ouais. 209 quand il pleut. Ouais. Là, vous espérez. Si vous faites 210, vous êtes content. Ouais, j'aimerais faire 210. Je sais pas, on va voir ce qu'ils font, on va voir comment ça va se passer. Où va fonctionner, pas fonctionner. 210 000 €, ce n'est pas rien. Alors comment va-t-il tenter d'atteindre cette somme? Tout ne va pas se passer exactement comme il l'aurait souhaité. Il ne se doute de rien, mais un premier pépin va perturber son inspection matinale. Il commence par l'arrière-boutique, rien à signaler, tout est en ordre. Puis il passe dans le local technique. L'électricité marche, tout va bien. Mais surprise, en arrivant dans le magasin, coupure de courant. L'hyper est plongé dans le noir. L'électricité revient tout de suite, mais le directeur n'est pas rassuré du tout. Il veut savoir si c'est son groupe électrogène de secours qui donne la lumière ou si l'alimentation normale a été rétablie. On est en position de secours, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'électricité. Pas de courant EDF à 3 heures de l'ouverture un samedi. Monsieur Brun est bien embêté. Il faut que je regarde si le serveur, tout ça là, s'il n'est pas arrêté au moins. Il faut regarder s'il y a 2 organes 8 tours du magasin qui sont à la fois, en premier, ça va être le serveur des caisses, continue à fonctionner, c'est pas arrêté ou il n'a pas eu un incident. Et si l'informatique, aussi le réseau du magasin, continue à fonctionner. Car le réseau informatique gère les stocks, les frigos, la comptabilité. Donc ça marche. Maintenant, il faut se rendre au niveau des caisses. Des caisses entièrement informatisées. Si la coupure de courant les a fait bugger, impossible de tout remettre en état avant l'ouverture. Et aucune caisse ne fonctionne, elles sont toutes éteintes. C'est un problème là. Là, il faut regarder absolument. C'est pas ici là que ça. Monsieur Brun cherche le serveur informatique des caisses. Car il pense que c'est lui qui a disjoncté. Il l'a trouvé,
et il le relance. Ça, c'était tombé. Ton onduleur, il a... Et les caisses ont l'air maintenant de fonctionner. Il faut qu'il y ait tout le temps ça. Tout le temps. Tu verras ça parce que si jamais tu laissais tomber les caisses, tu t'occupais, tu dis l'électricité c'est bon, à 8 heures tu peux arriver et puis ne pas ouvrir la ligne caisse. Donc c'est vachement important que tu fasses. Attention, c'est un truc simple, hein. Tu vois qu'il est fermé, c'est qu'elle s'alimente. Ouais. D'accord. On va quand même vérifier. Et Monsieur Brun va vérifier une par une ces 25 caisses pour être sûr que tout soit en ordre à l'ouverture dans 3 heures. Mais c'est sans compter de nouveaux imprévus. Il est 8 heures du matin, le magasin ouvre ses portes. Et les premiers clients font leur apparition. Mais une mauvaise surprise attend Monsieur Brun. Au téléphone, un de ses chefs de rayon vient de découvrir que des produits stockés sur une palette ont disparu. La palette, il faut que tu gardes bien les trucs. Une affaire qui concerne un rayon sensible, l'électroménager, ses produits high-tech. Un carton de livraison a été fracturé durant la nuit et des articles ont été volés. Ça, il est tombé. Et là, il était comme ça. D'accord. Donc alors, non, mais... Il était comme ça, il est ouvert comme ça. Non, mais c'est pas le gars de la réception, c'est pas ça. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo. Il faut qu'on fasse une photo de ça. On voit visiblement que ça a été ouvert, d'accord. Et à l'intérieur, ça s'est arrivé comme ça. À l'intérieur, il y a des jeux, il y a des trucs d'Apple, il y a des jeux. Et on voit bien que ça a été visité. Ça manque beaucoup. Et il y a 3 jeux. Il y a 3 jeux et un casque. 3 jeux et un casque. Donc c'est une valeur là. On est à 100 €. On est à 100 €. Bah 100 €, c'est pas beaucoup. Non, mais, non, pas 100 €. Non, attendez, 100 €, c'est... On va pas trimer toute la journée pour s'asseoir sur 100 €. On a déjà perdu 100 €, on va pas les perdre. 100 €, cela peut paraître insignifiant, mais pas pour Monsieur Brun. Chaque centime compte et il commence la journée avec une perte sèche. Alors il veut tirer les choses au clair et demande à son chef de la sécurité d'enquêter. Donc je voudrais que tu me regardes, regardes les caméras, tu vas voir le box qui est là-bas, et je voudrais que sur les caméras, tu me donnes les images du déchargement. Parce que ce que je veux arriver à prouver, c'est que le box était aussi esquinté au déchargement. Il a été visité avant le déchargement. D'accord. Ok, tu me fais ça? On lui vole en moyenne dans ses rayons entre 500 et 700 € de produits par jour. Alors pour tenter de limiter la fauche, le magasin est truffé de caméras. Des grosses, des plus discrètes, depuis le moindre recoin jusqu'au quai de livraison, là où arrivent les marchandises. Il compte bien sûr sur ces 30 caméras pour tenter de confondre le voleur. Mais Monsieur Brun va devoir faire éplucher des heures et des heures de vidéosurveillance. Bon, quand tu as quelque chose, tu me le dis. Ouais. Ce qui m'intéresse, moi, si tu veux, c'est quoi? Le carton, il sort du camion. Ouais, il y a que le carton sort. Mais j'aimerais avoir une image de ce carton. Même à la limite, quand il le tire, quand il va pour le prendre, pour aller à la réception là-bas. Parce que si le carton, il est ouvert, ça veut dire qu'à un moment donné, il prend le carton, il est ouvert, ça veut dire que le carton est arrivé ouvert. D'accord? Ouais. Ok? Toutes les images sont conservées 15 jours. Le vigile va tenter de reconstituer le chemin pris par le carton, depuis le quai de livraison jusqu'au rayon électroménager. Et dans son bureau, le directeur peut lui aussi surveiller son magasin en direct. 5 écrans de télévision, plus un moniteur de contrôle sur son bureau, qui lui permettent de voir les moindres recoins de son hyper. Pourquoi vous avez autant d'écrans de télévision, là, Monsieur Brun? Pour faire du contrôle. C'est vrai, mais vous avez le temps. Vous êtes le directeur, vous n'allez pas tout contrôler, là. Alors, moi, je fais plutôt du contrôle spontané, c'est-à-dire qu'en levant mes yeux, je peux, à un moment donné, mes yeux peuvent se fixer sur un écran ou sur un autre. Après, j'ai un poste beaucoup plus stratégique. Ça, c'est la réception des marchandises? Ouais, la réception des marchandises. Vous pouvez diriger la caméra? Ouais, je peux diriger la caméra. Le quai de livraison, premier endroit stratégique, là où arrivent toutes les marchandises. J'ai les accès, c'est-à-dire pour voir si ça se passe bien, les accès, qu'il n'y ait pas un problème sur les accès. L'accès au parking, deuxième endroit stratégique, car une seule voie dessert l'hyper. Elle ne doit jamais être embouteillée, sous peine de perdre des clients. J'ai après le magasin, je peux avoir la ligne de caisse. La ligne de caisse, troisième endroit stratégique, pour surveiller qu'il n'y ait pas trop de files d'attente. Des caméras d'une précision redoutable, qui permettent même au directeur d'observer les clients devant ses rayons, de regarder quels produits ils achètent,
voire de repérer les voleurs, même de babioles. Au rez-de-chaussée, c'est le branle-bas de combat. Les premiers consommateurs font leur entrée. Si tout se passe bien, l'hypermarché en espère plus de 4000 aujourd'hui, avec des pics à 500 clients par heure de pointe. Il va falloir absorber le rush du samedi. Mais un gros imprévu s'annonce à 10h du matin sous la forme de ces semi-remorques aux couleurs vives. La caravane d'un cirque arrive aux portes de Mende et sans le vouloir, elle va semer une belle pagaille en bloquant la route nationale. Monsieur Brun pressent le problème. Le cirque doit s'installer sur son parking, mais il ne l'attendait qu'en fin de journée, pas du tout au milieu du rush de la matinée. Ils nous ont bloqué l'accès au centre. Actuellement, là, il n'y avait pas un client qui pouvait rentrer. Il veut éviter tout embouteillage qui ferait fuir sa clientèle. Mais le problème, c'est que il n'y a aucune organisation. Là, la priorité, c'est qu'ils ne bloquent pas le centre. Car il est desservi par un seul rond-point. Si les camions le bloquent, aucun client ne pourra accéder à l'hyper. Bonjour. Monsieur Fall, Bonjour. le directeur du magasin? Ouais, je suis le responsable. Oui. Donc, moi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que mon énervement, c'est que je sais que vous allez arriver depuis une semaine. Oui. Personne ne me prévient de l'organisation. Et là, justement, je veux vite dégager ça pour pas bloquer les gens. Monsieur Brun a pris les choses en main. Les premiers forains s'installent, tout a l'air de bien se passer. Sauf qu'une deuxième vague de 40 semi-remorques déboule. Et là, c'est la catastrophe. Car voilà le problème. Tous les camions n'ont pas la place de s'installer sur le parking. Alors les forains veulent occuper les espaces verts à côté. Mais ils appartiennent à la commune et le représentant de la mairie craint que les semi-remorques défoncent le terrain. Il ne veut rien entendre. Alors, il immobilise tout le convoi. Conséquence, le rond-point stratégique est bloqué. Monsieur Brun pressent la catastrophe. Alors il essaie de faire la circulation pour que ses clients puissent atteindre son hypermarché. En vain, la paralysie s'installe. Ah, parce que là, ils ont décidé de bloquer. Alors nous, on n'a plus un client là depuis une demi-heure. On ne peut pas. Il faut les faire rentrer. Les forains essaient de parlementer, mais le représentant de la mairie est paniqué. Ça va nous faire des dégâts colossaux. Mais non, il n'y a aucun... Mais vous stressez, messieurs. Du dégât. Mais on n'est pas là pour casser quoi que ce soit, monsieur. Est-ce qu'on est là pour casser quoi que ce soit? Alors de leur côté, les forains se braquent aussi. Ils veulent pas nous faire installer là. Parce qu'ils ne veulent pas que les animaux aillent sur l'herbe. Non mais monsieur, les animaux vont pas sur l'herbe. Hein. C'est les caravanes qu'on va mettre sur l'herbe. Et c'est le terrain de la mairie? On est 260 personnes, on a 180 camions. On peut pas se garer tous sur le parking là, c'est pas possible. Voilà. Et une fois qu'on est installé, on est modulable. Mais s'ils nous le bloquent sur la route, on peut pas, peut rien faire. Et après, il y a le service vétérinaire qui va venir parce qu'on a les éléphants là-dedans qui ne peuvent pas rester toute la journée dans le camion. Tout ça à cause d'un monsieur qui est borné comme un âne, je ne sais pas. Nous, ça nous bouffe la journée. Ah, c'est pour ça qu'on ne veut pas rester sur la route. Monsieur Brun sent que son chiffre d'affaires est en train de fondre comme neige au soleil. Tout le centre commercial est bloqué par la ménagerie. Sur le rond-point de la Nationale, la file d'attente s'allonge. Et voilà ce qu'il redoutait le plus. Des clients découragés qui passent leur chemin vers la ville suivante. Tandis que d'autres qui s'étaient engagés font demi-tour. Qui est le patron de ça? C'est maintenant toute la ville qui est bloquée. Les policiers arrivent à la rescousse. C'est qui le patron là? Parce que là, le truc, c'est de trouver qui gouverne. Parce que... Le directeur de l'hyper ne sait plus quoi faire pour libérer son centre. Hey. Oh. C'est toi qui... C'est vous le patron? Oh. Non, qui c'est qui fait avancer les chauffeurs là-haut? Qui c'est qui dit tu avances et compagnie? Il y en a un monsieur là, avec le quad. Ah, le quad? Ouais, avec le quad. Enfin, les policiers ont trouvé le grand patron. Ils vont pouvoir faire la circulation. Il était temps, Monsieur Brun est au bord de l'apoplexie. Ça circule. Ça circule là, ça y est? Mais là, on a perdu 20% du chiffre. 20 à 30% du chiffre. De la matinée ou de la journée? De la journée. De la journée, vous voyez vraiment, ouais. Mais ils vont revenir plus tard.
Ils sont pas perdus dans la journée, il est 11h du matin, là, ils vont Ils sont revenir. pas perdus. Et ce qu'on ne fait pas le matin, on ne fait pas le soir. Alors malgré tout ce cirque, comment compte-t-il maintenant rattraper son retard et assurer les 210 000 € de chiffre d'affaires qu'il s'était fixé? L'hypermarché est loin de faire le plein pour un samedi matin. Sans être déserté, les rayons ne connaissent pas l'affluence. Mais Monsieur Brun n'est pas au bout de ses surprises. Car 1 heure plus tard, vers 13h, contre toute attente, les clients sont de retour et le magasin se remplit à vitesse grand V. Je vous prends la carte. Ce rush que n'espérait plus Monsieur Brun va lui poser un autre problème. Le directeur était remonté dans ses bureaux quand subitement, son téléphone sonne. Voilà, tout ça. Ah, excusez-moi, parce que là, je sais pas si on m'appelle pas. Ouais, j'y vais. Il est appelé en urgence aux caisses. Ok, ben j'arrive de suite. Merci. C'est confirmé. Les clients qui n'ont pas pu faire leurs courses ce matin reviennent en masse cet après-midi. Et Monsieur Brun craint un deuxième embouteillage, non plus sur son parking, mais cette fois aux caisses. Et les files d'attente aux caisses, c'est l'alerte rouge. Il ne faut pas que ça bloque, car il ne lui reste que la moitié de la journée pour rattraper le chiffre d'affaires perdu. Pourquoi vous avez couru? C'est si urgent que ça? Ouais, c'est urgent que ça, parce qu'eux, il faut pas qu'ils attendent. Il faut pas que ça attende aux caisses, c'est quelque chose que vous voulez pas. Il faut pas que ça attende aux caisses. Pour tenter de fluidifier les flux, Monsieur Brun a pris en charge les caisses automatiques. C'est la dernière nouveauté du magasin. 8 automates flambant neufs censés absorber les rushs comme maintenant. Problème, les clients ne savent pas encore bien s'en servir. Monsieur Brun doit constamment aller les aider, sinon c'est la queue. Parce qu'ils comprennent. Voilà. Et parfois, c'est la caisse qui bug. Ça va. Alors attendez, vous... J'ai mis mon billet de 20 et mon billet de 10. Et le billet de 10, ça a clignoté comme quoi ça rentrait pas bien quoi, enfin, dans le truc. Si on refait ça pour voir. Ouais. Ah, ça va peut-être pousser le billet de 10. Je non? sais pas si ça va le pousser, mais quand même, à un moment donné, il faut... Il y a un truc. Ah, mais ça a coincé. Il est bien embêté, une caisse est en rade. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut récupérer une vraie caissière pour décoincer la machine. Mais toutes ses employées sont occupées. Je vais envoyer Christelle. Le patron prend les choses en main. Priorité au chiffre d'affaires et à l'écoulement des produits. Il va aller chercher sa responsable des caisses qui a pris en charge, elle, le bureau des réclamations des clients. Je vous fais patienter un petit peu, parce qu'on a un incident en caisse là, et j'ai besoin de Christelle. Allez-y Christelle, allez-y de suite là, parce qu'on me fait bloquer le truc, et après je m'occupe de vous. Voilà. Je reste avec vous, moi, je m'occupe de vous. Christelle, la responsable, connaît les machines par cœur. Et elle opère à vif. C'était bien un billet qui coinçait. Monsieur Brun peut reprendre sa place, mais il l'a mauvaise. Ces caisses automatiques ne fonctionnent pas aussi bien qu'il le souhaite, mais il se garde bien de le dire aux clients. Bon, madame. C'est bon? C'est pas mal, hein, ce système. Ah ouais, c'est super. Hein, c'est super, hein. Ah. Le patron a de nouveau le sourire. Il retrouve les clients qu'il a perdus ce matin. En fait, il aime bien redescendre sur le terrain, surtout quand il y a foule aux caisses. J'adore. Ah ouais, franchement, ouais, j'adore. J'adore parce qu'on est dans le cœur du truc, ça bouge. Moi, je rêve que ça bourre tout le temps. Oh, Moi, si je peux passer 2 ou 3 heures là, c'est que ça se passe bien. Ah, vous vous ennuyez au bureau, vous préférez C'est pas que être je là? m'ennuie, mais c'est que si ça bourre là, ça veut dire qu'il y a du monde. Ouais. Il y a du chiffre. Vous allez avoir le caissier le mieux payé de Lozère, oui. Après 2 heures de rush, on s'approche de la fermeture. Et Monsieur Brun n'a qu'une seule idée en tête, aller regarder le résultat des ventes. Nous le retrouvons à l'étage dans son bureau, derrière son ordinateur, un peu fatigué mais heureux. Il avait parié sur un chiffre d'affaires de 210 000 €. Bon, alors. Oh, vous avez le sourire là. Eh ben oui. Combien? On va finir à 216. 216? Ouais. Ah Donc oui. finalement, ça a bien marché. Donc mieux que le samedi de l'année dernière. Ouais, puisqu'on était à 208. 216 000 €, c'était inespéré, 3% de plus, car il a bien su gérer l'affluence des clients. Il y a un autre phénomène que peut-être on n'a pas mesuré, c'est qu'on avait bien géré les caisses. Donc une meilleure fluide, il n'y a pas eu de bouchon. Ouais, il n'y a pas eu de bouchon. Parce que quand même le chiffre, il faut l'avaler. Donc si on n'a pas d'attente aux caisses, c'est que la gestion a été bien gérée. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour nos clients, qu'ils n'aient pas attendu. Et que le chiffre soit au rendez-vous. La journée serait parfaite, mais Monsieur Brun a un dernier souci à régler.
Il veut savoir où en est l'enquête sur le vol des produits high-tech de ce matin. Le chef du rayon électroménager vient faire le point. Ou c'est un truc, c'est piqué chez toi? Non, c'est pourquoi? pas possible parce que j'ai été chercher moi ce matin. C'est moi qui ai été chercher la palette. C'est toi qui es allé chercher la palette? D'accord. Donc, et après 6h30, c'est toi qui as réceptionné? Oui, c'est moi. D'accord. Soit elle est arrivée, elle était ouverte. On en a marre maintenant. À un moment donné, on va leur dire, écoutez les gars, quand vous nous avez livré, la palette était ouverte. Et on va vous en amener peut-être la preuve. J'en sais rien. On va voir Alain. J'espère que c'est ça. On va voir Alain, on va voir. OK? Le vol n'aurait pas été commis dans le magasin, mais plus en amont, à la livraison, ou encore avant. Bon alors. Reste à le démontrer. Montre-moi là. Tu le trouves ou Voilà le camion de livraison qui arrive. Donc là, il livre. Voilà, il est là. Donc, ils viennent la déposer, cette palette. Ouais. Tu peux me zoomer là sur ce colis-là? Voici le fameux carton. Et Monsieur Brun tient sa preuve. Pas facile à voir, mais le plastique a été arraché. Il y a bien un verre dans le fruit. Donc ça veut dire que c'est arrivé ouvert. Ouais. Le verre, il n'est pas chez nous, le verre. Voilà. Bon, le verre, il va falloir qu'ils le trouvent chez eux. Mais enfin, non, mais on va pas s'amuser à perdre ça euros, 200 euros. Il y a un problème d'amont. Je veux dire, à un moment donné, ça peut plus durer comme ça. On achète la marchandise, on la paye pour l'avoir. Donc là, tu me fais un CD de ça. Toi, tu m'organises la réclamation à Clermont-Lérault et on leur file des preuves. D'accord? On leur file des preuves et après on voit ce qui se passe. Okay. Merci Alain. Bon, tu me fais un CD. Voilà. Là, moi j'ai la preuve, tu comprends? Et là, on va discuter. Avec cette preuve, Monsieur Brun va pouvoir réclamer le remboursement de ses produits volés aux livreurs ou aux fournisseurs, car ces cartons sont bien arrivés fracturés. Bref, si la journée avait mal commencé pour lui, elle se termine plutôt bien. Il faut dire qu'il est sur tous les fronts pour tenter d'augmenter sa clientèle et son chiffre d'affaires. La guerre des petits prix, l'hypermarché de Monsieur Brun la pratique depuis son ouverture il y a 5 ans. Car il a implanté son magasin à Mende, en Lozère, au beau milieu d'un champ de bataille commerciale particulièrement disputé. Il est cerné par des rivaux qui pèsent lourd. Au nord-est, dans la ville du Puy, un grand Auchan. Au nord-ouest, à Aurillac, un Carrefour. Au sud-est, à Rodez, un Leclerc. Et au sud-ouest, à Alès, dans le Gard, un hypermarché Cora. Son centre commercial est le dernier à arriver dans la région. Tout son enjeu, aujourd'hui encore, c'est de s'imposer par rapport à ses concurrents. Il y avait l'habitude des gens d'aller en dehors du département. Mais oui, puisqu'il n'y avait pas d'hyper. Il n'y avait pas d'hyper. Ce qu'il a fallu inverser depuis 10 ans, c'est d'inverser les flux. Avant son arrivée, les 75 000 habitants de la Lozère allaient chez ses concurrents. Aujourd'hui, il doit être plus attractif pour les faire revenir à Mende. Et le déplacement doit valoir le coup, car les clients viennent parfois de très loin. Quand je suis là, je suis à Langogne ici, j'ai le choix de venir là, ou j'ai le choix de venir là. Voilà. D'accord. Donc là, il y a une vraie concurrence. Là, ça se bataille là. Là, il y a une vraie concurrence. Une concurrence qui se traduit par une impitoyable bataille des prix, où il doit mobiliser en permanence toutes ses équipes. À 8h du matin le lendemain, dans les bureaux du premier étage, réunion autour du directeur pour déterminer la stratégie à venir. Tous ses adjoints sont là. En chemise bleue, les piliers du magasin, les chefs de rayon. Monsieur Brun les motive à la manière d'un commando militaire. Il veut offrir de meilleurs prix que ses concurrents. Il faut rester sur un tarif agressif, un tarif T1 agressif. Je veux dire, continuer à être le moins cher du département, suivre la politique des hypermarchés leaders sur Rodez, Millau, Le Puy et Alès. Être le moins cher, une tactique qui a porté ses fruits, notamment durant les mois d'été. Il a réussi à augmenter son chiffre d'affaires, donc à gagner des parts de marché par rapport à ses concurrents. Alors, août, on fait plus 5, on va finir à peu près à plus 5 en août. Bon, c'est une bonne performance. Faire plus 5% chaque mois, ce serait son idéal. Pour tenter d'y parvenir, une seule consigne à ses troupes, surveiller de très près les prix de ses concurrents. Donc on a pris une position, c'est maintenir nos prix, maintenir une politique de prix attractive. Donc pour ça, il nous faut être hyper vigilants. Alors comment va-t-il s'y prendre pour rester le moins cher du département? Vous allez voir que cette bataille des prix est tellement serrée qu'elle se joue à quelques centimes près. Ses 30 années d'expérience dans la grande distribution lui ont appris une règle de base que le grand public ignore.
la bagarre avec les concurrents ne se fait pas sur tous les articles de l'Hyper, mais uniquement sur quelques produits phares. Et surprise, le premier d'entre eux n'est pas dans le magasin, mais à l'extérieur, c'est l'essence. Car son prix est connu par tous les automobilistes. Chacun a fait sa petite étude de marché. Vous venez souvent faire votre essence que là. Vous venez que là? Pourquoi? C'est moins cher. Et c'est certainement un des moins chers du département. Et si l'Hyper tient à vendre l'essence pas chère, c'est parce qu'elle sert de vitrine au magasin pour attirer les clients à l'intérieur. Et après, quand vous avez fait d'essence, c'est ce que vous allez acheter dans l'hypermarché? Ouais, moi j'ai fait mes courses quasi exclusivement à Hyper U. L'essence, c'est donc un produit stratégique sur lequel l'Hyper a décidé de battre systématiquement tous ses concurrents sur le département. Une bataille de tous les instants qui se joue en coulisses et qui est confiée à un vieux briscard. Il s'appelle Roland et il a plus de 20 ans de métier dans les grandes surfaces. Sa stratégie est au point et il ne fait pas dans le détail. Il surveille 4 fois par jour les prix des stations pour ne pas se faire surprendre. C'est simple, tout est sur Internet, sur un site officiel du gouvernement. Donc je vais sur le site du gouvernement qui est prix des carburants. C'est un site officiel, hein? C'est un site officiel. Et ici on a tous les prix de tous les points de vente en France. Alors prenons le gasoil. On prend donc le gasoil, la Lozère, voilà, Hyper Humande, aujourd'hui 1,355. D'accord, et vous vous situez où, vous? En première position, toujours. Et le concurrent le plus direct, il est à combien? Marojol, Carrefour Market, 1,359. Ouh là là, il y a moins d'1 centime de différence. Oui. Il vend son carburant à peine 1 centime de moins que son concurrent. Autrement dit, il s'aligne juste en dessous. Seulement voilà, il doit maintenant voir à combien il va l'acheter. Et là, il n'a pas le choix, il doit le commander à la centrale d'achat qui livre tous les hyper de Système U. Hier, il l'a acheté à 1,10 €, mais aujourd'hui, mauvaise surprise. Ma centrale d'achat envoie les prix des cours des carburants pour les raffineries. Ça a augmenté par rapport à hier? Il a pris 2 centimes. Et voilà donc le problème qu'il doit trancher ce matin. Hier, il achetait son essence 1,10 €. Avec les taxes et la marge de 1,5 centime qu'il se prend, il revendait le litre 1,35 €, juste en dessous de son concurrent. Mais ce matin, il achète son essence 1,12 €. S'il répercute cette hausse, en payant les mêmes taxes et en se gardant la même marge, il va le revendre 1,37 € le litre. Mais il risque de ne plus être le moins cher. Alors le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est de baisser sa marge pour rester au même prix de vente, c'est-à-dire 1,35 €. Et c'est ce qu'il va faire. Vous gagnez moins d'argent? Oui. Quoi qu'il arrive, on est toujours le moins cher et un décroché à peu près de 1 centime. C'est la tactique implacable des hyper. S'aligner coûte que coûte sur le moins cher, quitte à voir la marge fondre comme neige au soleil. Cela permet d'attirer le client dans le magasin en lui donnant l'impression que c'est la grande surface dans sa totalité qui est bon marché. Mais là, il y a une astuce. Quand l'hyper affirme être moins cher sur tout, il faut nuancer cette promesse. N'allez pas croire qu'il casse les prix sur tous les articles. Voici comment cela se passe dans la réalité. Ce midi, M. Brun s'est procuré un document clé. La liste des prix de ses 2 rivaux les plus proches, un Leclerc et un Intermarché. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils se revendent ces listes pour s'éviter la corvée de relever un par un les prix en magasin. On achète tous les mois le tarif de concurrents qu'on désigne, de personnes qu'on désigne. Oui. Donc ici, on a désigné Intermarché et Leclerc. Enfin, c'est la cible sur laquelle on se donne pour se dire que si on suit cette politique-là, on sera dans la politique prix. D'accord? Mais il ne va pas s'intéresser à tous les articles, uniquement à certains d'entre eux, les plus populaires, ceux que les clients achètent le plus souvent, des produits très sensibles car ils en connaissent le prix par cœur. Il n'est pas question que je sois 1 centime près au-dessus sur certains produits. Le client va être plus intéressé sur le fait que je sois le moins cher possible sur le Nutella que si je suis le miel de Provence, si je suis 20% en dessous de miel de Provence. Parce que voilà. Il y a environ 400 produits sensibles et parmi eux, une cinquantaine dont les consommateurs surveillent de près les tarifs. Comme par exemple le pastis, le lait premier prix, le cola, le café, la chicorée, la pâte à tartiner, la baguette, la crème dessert, la pomme golden et la banane. Des articles que les grandes surfaces ont rebaptisés produits psycho, comme psychologiques, car dans l'esprit du client,
Ce sont eux qui indiquent si la grande surface est chère ou bon marché. Je découvre avec bonheur que je suis très bien positionné sur le Nutella. Je suis à 1,76 et lui, il est à 1,81. Le concurrent est à 1,80. Ouais, on va rester à 1,76. D'accord. Voilà. Vous voulez pas vous mettre à 1,80 là? Non. Je veux dire, je vais profiter de l'opportunité, je vais rester à 1,76. Voilà. 5 centimes de moins que le concurrent sur un produit psycho, il est sûr que les clients vont s'en apercevoir, alors il ne bouge pas son prix. En revanche, quand il est plus cher, il va se contenter de s'aligner sur le prix le moins élevé de son concurrent. Le Ricard. Le Ricard, là, il va falloir que je travaille le prix, c'est-à-dire 18,11. 18,11. Leclerc est à 18,09 et Inter est à 18,10. Donc la décision que je vais prendre, je vais pas rester à 18,11. Je veux dire, à un moment donné, je vais passer sur le prix du concurrent le mieux placé, qui va être le 18,08. Là, vous réfléchissez pas, vous le faites? Non, je réfléchis pas. Si les hyper ne se font pas de cadeaux sur les produits psycho, ils vont, pour compenser ces petits prix, se rattraper sur d'autres articles. Des produits que les clients n'achètent pas assez souvent pour connaître leur prix par cœur. Alors les hyper évitent de les brader. Et sur quel produit vous allez, en contrepartie, récupérer un peu de marge? Parce que sinon, vous n'allez pas baisser tous les prix, vous n'aurez aucune marge. Je peux avoir après, oui, tout à fait, à un moment donné, il faut faire la péréquation. Après, on a des cacahuètes, on est un peu en dessous. 0,95, 0,99. Il faut vraiment se poser la question après, si on reste à 0,95, voilà. Bon, je vais réfléchir. Les cacahuètes, typiquement le produit non psycho, dont les clients ne connaissent pas vraiment le prix. Monsieur Brun les a achetés 74 centimes le paquet. Et au lieu de le revendre avec 1 ou 2 centimes de plus, il peut le pousser à 95 centimes, voire envisager de s'aligner sur son concurrent qui lui l'affiche à 99 centimes. Pour obtenir de tels petits prix, les hyper ont instauré un rapport de force de plus en plus serré vis-à-vis de leurs fournisseurs. Mais parfois, avec les grandes marques, elles n'obtiennent pas toujours des prix bradés. Alors les grandes surfaces ont trouvé une parade, une arme atomique qui a boosté leurs ventes d'une manière hallucinante, créé leur propre marque de produits alimentaires. Après le week-end, le lundi, l'hyper-demande redémarre sur les chapeaux de roue. Plus de la moitié des caisses sont ouvertes et les articles sont débités à toute vitesse. Sur les tapis roulants, à côté des produits stars comme Coca, Nesquik ou encore Evian, on découvre toute une batterie de produits siglés à l'enseigne de l'hypermarché. Des jus de fruits, de la lessive, des madeleines, des conserves, du pain, de la pâte à pizza et même du vin. Ces articles appartiennent à Système U, la société qui achète les produits pour ces hypermarchés. Elle ne fait pas que distribuer des articles, désormais elle les fabrique pour ces grandes surfaces, c'est ce qu'on appelle une marque de distributeur. Et au départ, elle se contentait de copier leur cible. Produits similaires, même emballage, mais avec un argument de poids, un prix massacré, entre 20 et 40% de moins. En 30 ans, tous les articles des marques nationales ont été attaqués par les hyper. L'argument prix a enfoncé toute leur position et sur tous les fronts. Même les plus grandes marques ont eu droit à leur scud, Danone, Coca, y compris les multinationales des lessives. Une stratégie gagnante. Un produit sur 2 vendu aujourd'hui est une marque de distributeur. En 30 ans, on a pris 50% de part de marché. C'est énorme. Hein. Les hyper ne s'attaquent pas uniquement aux produits de base. Ils s'en prennent désormais aussi aux articles plus attractifs et plus sophistiqués des grandes marques. Dernier épisode en date, le rayon café, où s'est jouée une féroce bataille autour des dosettes. Un produit extrêmement rentable, car le consommateur accepte de le payer beaucoup plus cher. Quand on a commencé dans le métier, c'était le café en grains, puisque moudre, c'était moins cher au kilo, et l'action, c'était de moudre. Alors après, on est passé au café moulu, et après, il y a eu les dosettes. Et alors là, les dosettes, ça c'est extraordinaire. C'est comme la salade dans un paquet. Je veux dire, à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible. Économiquement, quand on voit arriver le produit, quand on voit arriver le prix, 20 dosettes, hein, et vous ramenez par rapport à 1 kilo de café, la ménagère... C'est plus cher en dosettes. Oui. Et même beaucoup plus cher. Le café en grains est à 7 € le kilo.
Le café moulu est 30% plus cher, autour des 10 € le kilo. Mais la dosette fait exploser les prix jusqu'à 56 € le kilo. Seulement voilà, elle a été inventée par une marque qui en a détenu longtemps le monopole et qui refusait de la commercialiser en grande surface pour ne pas avoir à casser ses prix. Ils avaient plutôt envie de conserver un petit peu ce côté un petit peu exclusif, sélectif, on ne s'adresse pas à tout le monde. Et nous, on est là pour défendre un peu, pour que les choses arrivent pour tout le monde. Pourquoi lui, pourquoi elle ne pourrait pas bénéficier de la technologie? Alors les hyper ont mené un incroyable bras de fer afin de pouvoir revendre ces juteuses dosettes.